La caméra s'attarde sur des mains burinées, fortes, stables, mais marquées par 8 décennies de vie. Elles appartiennent à Tom Selleck, assis dans le bureau de son ranch d'avocat, entouré de souvenirs d'une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle. La célèbre moustache est maintenant argentée, mais ses yeux bleus perçants gardent toujours la même intensité qui a captivé le public dans Magnum PI. Parmi les photographies sur son bureau, une se distingue. Selleck, aux côtés de James Garner, tous deux en costume des Rockford Files, souriant de cette manière particulière que les acteurs affichent quand ils apprécient vraiment la compagnie de l'autre, pas seulement pour la publicité. « Je n'ai jamais raconté l'histoire complète à personne », dit Selleck, sa voix portant le poids des décennies. Sur ce qu'il m'a appris, ce dont il m'a sauvé, et pourquoi j'ai gardé le silence à ce sujet toutes ces années. Pendant des années, Hollywood a chuchoté sur le lien qui unissait ces deux icônes. L'un qui a défini l'élégance télévisuelle des années 70, l'autre qui a porté ce flambeau dans les années 80. Leurs chemins se sont croisés, ont divergé, et ont toujours trouvé le moyen de se retrouver au fil des décennies, dans un milieu connu pour sa mémoire courte et ses loyautés éphémères. Que se passe-t-il quand votre mentor devient votre ami? Et plus tard, quand cet ami détient des secrets sur votre carrière qui auraient pu tout changer? Que devez-vous à sa mémoire? Et que devez-vous à la vérité? Alors que Tom Selleck approche maintenant de sa 9e décennie, il est enfin prêt à parler de la relation qui a façonné non seulement sa technique d'acteur, mais aussi toute son approche de la célébrité, de la famille et l'équilibre périlleux d'une vie vécue à la fois devant et loin des caméras. Et cela commence par une histoire que peu de gens ont jamais entendue. Mais c'est là que les choses se compliquent. À 80 ans, Tom Selleck révèle enfin la vérité sur James Garner. Il ne s'agit pas d'un exposé de tabloïd ni d'un règlement de compte posthume, mais plutôt de la reconnaissance attendue depuis longtemps d'une amitié extraordinaire qui a contribué à définir deux des figures les plus aimées de la télévision. C'est l'histoire de comment le mentorat discret et la protection d'un acteur envers un autre ont transcendé la nature compétitive d'Hollywood et pourquoi Selleck a choisi de garder certains aspects de leur relation privée jusqu'à présent. Dans cette exploration, nous découvrirons la vérité authentique sur un lien intergénérationnel à Hollywood, qui a survécu 5 décennies d'une industrie conçue pour monter les stars les unes contre les autres. Nous allons examiner comment Garner, décédé en 2014 à 86 ans, a offert non seulement des conseils professionnels, mais aussi un modèle pour gérer la célébrité avec intégrité, que Selleck a ensuite suivi et transmis à d'autres. Aujourd'hui, avec le recul de 8 décennies, Selleck se confie sur les dettes impayées, les leçons apprises et les vérités du milieu qui sont rarement abordées en interview. Ces révélations éclairent d'un jour nouveau non seulement son parcours, d'acteur en difficulté à icône culturelle, mais aussi la personnalité de Garner au-delà des rôles qui l'ont rendu célèbre. Il ne s'agit pas de scandale ou de sensation, il s'agit de quelque chose de bien plus rare à Hollywood. Une gratitude sincère, un respect professionnel qui s'est transformé en amitié et le courage de reconnaître toutes les personnes qui rendent notre succès possible, même lorsque les caméras ne sont pas en marche. C'est l'histoire de comment deux hommes de générations différentes parviennent à rester authentiques dans une industrie souvent allergique à cela. Et c'est une histoire qui a failli ne jamais être racontée. Thomas William Selleck est né à Detroit en 1945, un enfant du boom d'après-guerre qui a déménagé avec sa famille dans la vallée de San Fernando en Californie quand il n'était qu'un enfant. Son père, Robert, investisseur et dirigeant immobilier, lui a inculqué une éthique de travail du Midwest qui deviendrait plus tard la signature professionnelle de Selleck. Sa mère, Martha, a inculqué la priorité à la famille, qui a finalement poussé Selleck à faire des choix de carrière qui ont dérouté Hollywood, mais ont préservé son identité. Mon père disait toujours « Un homme ne vaut que par sa parole », se souvient Selleck. Il ne parlait pas de comédie, il parlait de la vie. En tant qu'athlète longiligne d'1m93 à Grant High School, puis à l'USC, le jeune Tom montrait peu d'intérêt initial pour la performance, au-delà d'une aisance naturelle avec les gens. Le basketball, pas le théâtre, était son premier amour. Quand un entraîneur lui a suggéré que le mannequinat pourrait lui rapporter de l'argent, Selleck l'a abordé avec le même pragmatisme discipliné qu'il appliquait au sport. Ce pragmatisme, qui voyait le métier d'acteur initialement comme un simple travail à bien faire plutôt qu'un chemin vers la célébrité, résonnerait plus tard profondément avec l'approche sans prétention de Garner envers la profession. Ce que presque personne ne réalisait, c'est que ce jeune homme grand et quelque peu réservé possédait une mémoire quasi photographique des manières et des comportements. Bien avant sa formation d'acteur, Selleck était un observateur, remarquant comment les gens se tenaient, comment ils exprimaient leurs émotions par des gestes subtils plutôt que par de grandes déclarations. Ce trait, cette vigilance, allait plus tard.
de son lien avec Garner, un maître de l'instant non dit. À son retour de la garde nationale, au début des années 70, Selleck avait accumulé quelques publicités et des petits rôles, mais restait inconnu du grand public. Il était cependant en train de se forger une réputation auprès des directeurs de casting grâce à sa fiabilité et à sa préparation, des qualités qui allaient bientôt attirer l'attention de quelqu'un qui incarnait ces mêmes valeurs, mais sur une scène bien plus vaste. Et c'est à ce moment précis que tout a basculé. L'année 1975 marqua le véritable tournant dans la jeune carrière de Tom Selleck, même s'il ne pouvait absolument pas le savoir à l'époque. Après des années de pub, de petits rôles et un passage en Marlboro Man pour des publicités imprimées, Selleck avait entamé le cycle éreintant, bien connu de tant d'acteurs en herbe. Audition, rejet, petits rôles occasionnels, et on recommence. Il était apparu dans des épisodes du FBI et de Marcus Welby MD, mais rien ne laissait présager une célébrité imminente. Quand son agent l'a appelé pour un rôle d'invité dans les dossiers Rockford, Selleck l'a vu de manière pragmatique. Une journée de travail de plus, une ligne de plus sur son CV. Le rôle n'était pas important. Lance White, un détective privé trop parfait et très conventionnel, qui servirait de faire-valoir comique au Jim Rockford plus anticonformiste de James Garner. Ce que Selleck ne pouvait pas anticiper, c'était à quel point cette brève rencontre allait marquer sa vie professionnelle pendant des décennies. J'étais vraiment terrifié, admet Selleck aujourd'hui. Garner était déjà une légende. Maverick, la grande évasion. Il avait travaillé avec tout le monde. Et moi, j'étais là, ce grand type un peu gauche qui avait fait pas mal de pilotes de séries télé ratées. Mais quelque chose d'inattendu s'est passé sur le plateau. Garner, déjà icône de la télé et star de cinéma, s'est intéressé aux nouveaux venus. Connu pour sa générosité envers les acteurs secondaires, Garner a fait quelque chose d'inhabituel avec Selleck. Il a commencé à le coacher activement entre les prises, partageant les techniques de caméra et les ajustements subtils de jeu qu'il avait appris au cours de décennies dans le métier. Il m'a pris à part après ma première scène, se souvient Selleck, et il a dit « Gamin, tu as du potentiel, mais tu réfléchis trop. Ce n'est pas du théâtre. » Nadekasian Inaokurks. À la télé, moins c'est plus. Laissez la caméra vous trouver. Ne la poursuivez pas. Ce simple conseil, donné sans condescendance, deviendrait le fondement de toute l'approche de Selleck en matière de jeu télévisuel. Et il venait d'un homme qui n'avait aucune obligation de guider une star invitée pour un seul épisode. Ce que Selleck ignorait, c'est que Garner avait reconnu quelque chose chez le jeune acteur que peu d'autres avaient encore repéré. Une authenticité naturelle qui ne pouvait pas s'enseigner. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi cette brève interaction s'est avérée si cruciale, le chemin de ce rôle d'invité dans The Rockford Files vers une véritable célébrité n'a pas été immédiat pour Selleck. Tout au long de la fin des années 70, il a continué à étoffer son CV avec des apparitions en tant qu'invité et de petits rôles au cinéma, notamment le film Catastrophe de 79, Concrete Cowboys, et un rôle récurrent dans The Sackets. Mais les leçons de Garner s'enracinaient discrètement dans ses performances. L'économie de mouvement, la confiance et l'immobilité, la compréhension que le jeu télévisuel exigeait une approche différente du cinéma ou du théâtre. Quand Selleck fut choisi pour Thomas Magnum dans Magnum, P.I. en 1980, le rôle qui allait définir sa carrière arriva avec son lot de défis. Comment incarner un détective privé sans simplement copier les modèles établis, y compris le Rockford de Garner? Selleck a pris une décision cruciale. Alors que de nombreux détectives télévisés étaient blasés ou cyniques, son Magnum conserverait un optimisme et un centre moral sous son charme apparent. Magnum P.I. a duré 8 saisons, valant à Selleck un Emmy Award en 1984 et l'établissant comme l'une des stars les plus reconnaissables de la télévision. Pendant cette période, il a également fait des incursions stratégiques au cinéma avec High Road to China, Lassiter et surtout 3 hommes et un couffin, qui est devenu le film ayant généré les plus grandes recettes de cette année-là. Au fil de ces années de célébrité croissante, Selleck et Garner ont gardé contact, pas quotidiennement, ni même mensuellement, mais le genre d'amitié professionnelle solide qui incluait des dîners quand leurs agendas s'alignaient et des appels téléphoniques occasionnels quand l'un repérait le travail de l'autre et voulait offrir ses félicitations. Ce qui rendait leur relation inhabituelle à Hollywood, c'était son absence totale d'esprit de compétition, bien que les deux hommes occupent essentiellement le même créneau de premier rôle. Nous interprétions des types de personnages similaires, fait remarquer Selleck. Des détectives privés dotés d'un sens de l'humour et capables de se défendre dans un combat. Ouais. Selon toute la logique hollywoodienne, nous aurions dû être rivaux, mais Jim ne l'a jamais vu ainsi. Il m'a dit un jour, « Cette ville a de la place pour nous deux, gamins. » Mais derrière cette relation professionnelle de soutien se cachait un lien plus profond, un lien qui serait mis à l'épreuve pendant l'une des périodes les plus difficiles de la carrière de Selleck, quand une décision qu'il a prise menaçait de
et qu'il avait construit. Mais c'est là que ça se complique. James Garner a fait son entrée à Hollywood près de 2 décennies avant Selleck, accédant à la célébrité en tant que charmant joueur, Brett Maverick dans le western télévisé Maverick. Au moment de la création du personnage de Jim Rockford pour la série Rockford, Garner s'était établi comme l'une des personnalités les plus rares d'Hollywood, une star de la télévision qui a su passer avec succès du cinéma à la télévision et inversement, maintenant sa crédibilité et son attrait auprès du public pendant des décennies. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Garner abordait le métier d'acteur comme un artisanat plutôt qu'un art, un travail à bien faire sans prétention ni les extrêmes du method acting. Cette approche pragmatique a profondément résonné chez Selleck, qui était entré dans la profession sans formation formelle ni ambition artistique dévorante. Jim était la star de cinéma anti-Hollywood, explique Selleck. Il se présentait préparé, traitait l'équipe avec respect, faisait son travail sans se plaindre et rentrait chez lui auprès de sa famille. La même femme durant toute sa vie. Aucun scandale. Pas de problème d'ego. Il rendait tout si simple, mais cette constance est la chose la plus difficile à maintenir dans ce milieu. Les parallèles dans leur trajectoire de carrière ont créé une affinité naturelle. Les deux hommes ont connu leur plus grand succès à la télévision, tout en faisant des incursions occasionnelles au cinéma. Ils incarnèrent des personnages avec des codes moraux clairs sous leurs airs décontractés. Tous deux menaient des vies privées d'une stabilité rare pour les standards de l'industrie, et tous deux abordaient la célébrité avec une certaine méfiance, reconnaissant ses avantages tout en restant lucides quant à ses revers. Mais leur relation n'était pas sans complexité. Garner, en tant que star établie, détenait initialement le pouvoir d'élever ou de renvoyer le jeune acteur. Ce qui rendait son mentorat remarquable, c'est la liberté avec laquelle il offrait des conseils professionnels que d'autres auraient pu garder comme avantage concurrentiel. Il m'a montré comment me positionner devant la caméra sans avoir l'air de poser, se souvient Selleck. Il m'a appris à atteindre mes marques tout en ayant l'air naturel. Ce sont des détails, mais ils font toute la différence entre une performance qui fonctionne à l'écran et une qui ne fonctionne pas. Ce que Selleck n'a pas pleinement mesuré avant des années plus tard, c'était à quel point la générosité de Garner était inhabituelle dans une industrie basée sur la compétition. Alors que d'autres stars établies voyaient les talents montants comme des menaces, Garner semblait sincèrement investi dans le succès de Selleck, et ce soutien inattendu allait devenir crucial lorsque Selleck fit face à une décision qui aurait pu mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence vraiment. Ce que presque personne ne réalisait, c'est qu'en tant que Magnum PI a propulsé Selleck du statut d'acteur ordinaire à celui de star reconnu de tous, les pressions de cette célébrité soudaine ont engendré des défis qui n'étaient pas visibles pour le public à la maison. Le rythme de tournage exténuant à Hawaï, souvent 14 heures par jour, jusqu'à 10 mois par an, l'a isolé des centres de pouvoir d'Hollywood, tout en rendant simultanément sa vie normale quasi impossible en raison de sa reconnaissance grandissante. La série était tournée en extérieur, ce qui signifiait que je vivais pratiquement à Hawaï 8 mois par an, explique Selleck. C'est le paradis pour des vacances, mais quand on travaille autant d'heures, on voit surtout l'intérieur d'un studio et sa chambre d'hôtel. Les exigences physiques étaient tout aussi éprouvantes. Contrairement à de nombreuses stars de la télévision qui recouraient à des doublures pour leurs scènes physiques, Selleck tenait à réaliser lui-même la plupart de ses cascades. Cette décision lui a valu des blessures accumulées, dont une épaule endommagée qui le fait encore souffrir des décennies plus tard. La célèbre moustache, devenue sa marque de fabrique, est aussi devenue une sorte de prison. Les directeurs de studio ont inscrit des clauses à son contrat, lui interdisant de le raser, même entre les saisons. Pendant cette période d'intense pression professionnelle, Selleck contactait occasionnellement Garner, qui comprenait les défis uniques que représente le fait de porter une série télévisée d'action. Leurs conversations se concentraient rarement sur la technique d'acteur à ce stade, mais plutôt sur quelque chose de plus précieux. Comment maintenir sa perspective quand la célébrité menace de déformer votre sens de soi? Jim m'a dit très tôt. Souviens-toi, il ne te paye pas pour les heures où tout se passe bien. Il te peine pour les heures où tout va mal. Tu es épuisé et tu dois quand même livrer le travail, se souvient Selleck. Ça m'est resté à l'esprit pendant des tournages très difficiles. Ce qui n'était pas dit dans ces conversations, c'était le prix que ce travail exigeait des relations personnelles. Garner avait notoirement maintenu un mariage stable tout au long de sa carrière, une rareté à Hollywood, tandis que le premier mariage de Selleck avec le mannequin Jacqueline Ray s'est terminé en 1982, victime de son emploi du temps exigeant et de sa célébrité naissante. La dissolution de cette relation est devenue un tournant dans la manière dont Selleck abordait l'équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle, un rééquilibrage qui serait fortement influencé par l'exemple de Garner. Mais la plus grande épreuve professionnelle de leur relation était encore à venir, un moment où une seule décision,
La trajectoire de la carrière de Selleck est de dévoiler la vraie nature du mentorat de Garner, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. La vérité que Tom Selleck a gardée relativement discrète jusqu'à présent concerne ce qui fut peut-être le carrefour le plus crucial de sa carrière, et comment James Garner l'a aidé à le franchir en gardant sa carrière et son intégrité intacte. En 1980, alors que Magnum P.I. venait de commencer la production, Selleck s'est vu offrir ce qui semblait être le rôle d'une vie, Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Il avait auditionné et remporté le rôle, battant de nombreuses stars établies. Pour un acteur qui luttait encore pour s'imposer dans des rôles principaux, c'était l'occasion qui pouvait le transformer d'une personnalité de la télévision en une véritable star de cinéma. Alors survint la complication dévastatrice. Universal Studios, qui avait Selleck sous contrat pour Magnum, refusa de lui accorder le temps de tourner les deux projets. Malgré d'intenses négociations et de nombreuses tentatives pour contourner les conflits d'emploi du temps, Selleck fut contraint de refuser le rôle d'Indiana Jones. Le rôle est allé à Harrison Ford, le propulsant au rang de superstar mondial. Ce que les gens ignorent, c'est que j'ai appelé Jim alors que j'étais au milieu de cette situation impossible, révèle Selleck aujourd'hui. J'étais dévasté, non ? C'était Spielberg et Lucas, les plus grands cinéastes du monde, qui m'offraient l'opportunité d'une vie, et j'ai dû refuser à cause d'un contrat de télévision pour une émission qui n'avait même pas encore été diffusée. Le conseil de Garner était caractéristique, direct et profondément ancré dans son expérience personnelle. Il m'a dit « La pire erreur que tu puisses faire en ce moment est de devenir amer. » Cette amertume se reflètera dans votre travail et le public le percevra. Vous devez honorer votre contrat. Faites le meilleur putain de travail que vous puissiez dans cette émission et je vous promets que d'autres opportunités se présenteront. Ce que Selleck n'avait jamais publiquement partagé auparavant, c'est que Garner est allé bien au-delà d'un simple conseil. Il a passé des appels pour Selleck à des initiés de l'industrie, vantant le professionnalisme et le talent du jeune acteur, aidant à s'assurer que cette décision forcée ne serait pas perçue comme un signe de difficulté ou de manque de professionnalisme de la part de Selleck. Jim savait ce que c'était d'être lié par des contrats de télévision, explique Selleck. Dans les années 60, il a poursuivi Warner Brothers pour son contrat Maverick et a gagné, mais cela lui a coûté des années de sa carrière. Il ne voulait pas que je commette l'une ou l'autre erreur, ni de rompre mon contrat, ni de devenir si en colère à ce sujet que j'empoisonne mon propre avenir. Ces conseils, donnés à un moment de profonde déception professionnelle, ont révélé l'ampleur de l'investissement de Garner dans la carrière de Selleck et le début d'un mentorat qui irait bien au-delà de la simple technique d'acteur. Mais c'est là que ça se complique. Le récit qui accourt à Hollywood sur l'opportunité manquée de Selleck avec Indiana Jones ne reflète qu'une partie de la vérité. La version populaire suggère un simple mauvais timing, un cruel coup du destin qui a empêché Selleck d'atteindre la super célébrité. La réalité, comme Selleck le révèle aujourd'hui, était bien plus nuancée et en dit long sur son caractère ainsi que sur l'influence de Garner. Les gens supposent que j'ai dû être amer pendant des années d'avoir raté le rôle d'Indiana Jones, explique Selleck. Mais ce que Jim m'a aidé à comprendre, c'est que ce n'était pas vraiment une question de rôle unique. Il s'agissait plutôt de la façon dont je voulais définir le succès dans ce métier. S'agissait-il de devenir la plus grande star possible, ou bien de construire une carrière durable où mes paroles auraient une réelle signification ? Le contexte moins connu est que le refus d'Universal de libérer Selleck pour Les Aventuriers de l'Arche perdue n'était pas simplement de l'entêtement de la part de la société. Le studio avait massivement investi dans Magnum P.I., adaptant le personnage spécifiquement aux atouts de Selleck. De plus, il l'avait soutenu malgré 7 pilotes télévisés ratés avant Magnum. Une patience rare dans le milieu. Jim a souligné quelque chose de crucial qui a changé ma perspective, se souvient Selleck. Il m'a dit « Tom, réalises-tu combien d'acteurs tueraient pour avoir ton problème ?» Vous n'avez pas à vous battre pour trouver du travail. Vous en avez bien trop. C'est une véritable bénédiction, pas une malédiction. Ce que le récit public omet également, c'est la manière dont ce moment a façonné l'approche de Selleck pour l'intégralité de sa carrière future. Plutôt que de courir après la célébrité cinématographique à tout prix, la voie hollywoodienne conventionnelle, il a embrassé la télévision comme son médium principal, réalisant occasionnellement des films qui l'intéressaient plutôt que ceux qui offraient simplement les plus gros salaires ou la plus grande visibilité. Cette philosophie reflétait directement les propres choix de carrière de Garner. Malgré le succès de films comme La Grande Évasion et Victor Victoria, Garner est retourné à plusieurs reprises à la télévision, la reconnaissant comme un médium où le développement des personnages pouvait se dérouler plus naturellement avec le temps. C'était une perspective très différente de la sagesse hollywoodienne dominante qui considérait la télévision comme un simple tremplin vers un véritable succès cinématographique.
Ce que Jim m'a appris, c'est que la longévité dans ce métier est... La déception, c'est la façon dont on y répond, dit Selleck. Devenez-vous amer ou devenez-vous meilleur? Cette leçon serait mise à l'épreuve encore et encore tout au long des carrières des deux hommes, mais jamais de manière aussi dramatique que lorsque Selleck a dû faire face aux conséquences de son succès le plus inattendu. Or, si vous vous posez la question, 1987 a marqué un tournant dans la trajectoire de carrière de Tom Selleck, un tournant qui remettrait une fois de plus les conseils de James Garner au premier plan. Après 7 saisons réussies de Magnum, P.E., Selleck avait enfin réussi à concilier son emploi du temps télévisuel avec le cinéma en jouant dans la comédie 3 hommes et un bébé. À la surprise générale, peut-être surtout celle de Selleck, le film est devenu le plus grand succès de l'année, le propulsant soudainement au rang de star de cinéma. L'industrie qu'il avait autrefois cantonné au rôle de simple acteur de télévision le sollicitait désormais avec des offres de films, et la suggestion implicite d'abandonner la télévision pour les pâturages prétendument plus verts du cinéma. C'était l'opportunité de carrière exacte dont la plupart des acteurs rêvent, la chance de passer de la routine éreintante d'une série hebdomadaire au prestige et au cachet d'une star de cinéma. Et c'est là que tout a changé. Plutôt que de suivre la sagesse conventionnelle, Selleck a pris une décision qui a déconcerté beaucoup de ses conseillers. Il est revenu à Magnum pour sa 8e et dernière saison, honorant son contrat et son engagement à conclure dignement la série qui avait fait de lui une star. J'ai appelé Jim après le succès du film, raconte Selleck. Tout le monde me disait de tirer parti de ce succès, de l'utiliser comme mon passeport pour quitter la télévision. Jim a simplement ri et a dit « Gamin, tu es enfin confronté au bon type de problème. Maintenant, c'est à toi de décider à quoi ressemble le succès pour toi et non pas à ce que les autres pensent qu'il devrait être. » Cette perspective, selon laquelle le véritable succès signifiait la liberté de faire des choix alignés avec ses valeurs personnelles plutôt qu'avec les attentes de l'industrie, est devenue la boussole de la carrière ultérieure de Selleck. Après la conclusion de Magnum en 1988, plutôt que de se jeter immédiatement dans un nouveau projet, Selleck a pris une longue période de repos, s'est retiré dans son ranch et a soigneusement réfléchi à ses prochaines étapes. Jim m'a dit quelque chose durant cette période que je n'ai jamais oublié, raconte Selleck. Il a dit « La chose la plus précieuse que tu possèdes dans ce métier, ce n'est pas ta célébrité ou ton talent, c'est ton temps. Une fois que vous réalisez cela, vous arrêtez de laisser les autres décider comment vous devriez le dépenser. » Cette philosophie, distinctement contraire aux normes d'Hollywood, a conduit Selleck à faire des choix qui privilégiaient l'épanouissement personnel plutôt que les notions traditionnelles d'avancement de carrière. Il a épousé Jilly Mack en 1987 et quand leur fille Hannah est née en 1988, Selleck a considérablement réduit sa charge de travail pour être présent pendant son enfance, une décision directement influencée par l'approche familiale de Garner dans sa carrière. Ce qui a commencé comme un mentorat professionnel avait évolué en quelque chose de plus profond, une vision partagée pour gérer la célébrité sans en être consumé. Mais c'est là que ça se complique. Les années 90 et le début des années 2000 ont révélé le plein impact de la philosophie de carrière que Selleck avait absorbée de Garner, un chemin marqué par la sélectivité plutôt que l'ubiquité, la qualité plutôt que la quantité, et une volonté de se réinventer plutôt que de s'accrocher au succès passé. Au lieu de tenter de reproduire Magnum, P.I. ou de courir après des rôles toujours plus grands, Selleck a fait des choix délibérés qui ont élargi son registre tout en conservant sa présence authentique à l'écran. Son interprétation du cow-boy vieillissant Matthew Quigley dans le western de 1990, Quigley Down Under, a révélé une palette dramatique plus nuancée. Une série de téléfilms Jesse Stone, débutant en 2005, lui a permis d'explorer un personnage plus sombre et plus complexe que le public ne l'avait auparavant associé à lui. Son rôle récurrent dans Friends en tant que Richard Burke, jouant délibérément à contre-emploi de son type de héros d'action, a révélé des subtilités comiques qui ont surpris les spectateurs qui le connaissaient principalement comme Magnum. Jim m'a appelé après avoir vu le premier film de Jesse Stone, se souvient Selleck. Il a dit « Maintenant, tu fais le genre de travail qui perdure. » Pas de poursuites en voiture, juste le visage d'un homme qui raconte l'histoire. Venant de lui, cela signifiait tout. Durant cette période, la relation professionnelle entre Selleck et Garner s'est muée en une amitié sincère. Ils n'étaient pas en contact quotidien. Tous deux étaient des hommes discrets aux vies bien remplies. Mais leurs conversations ont pris le rythme confortable de vétérans ayant survécu aux mêmes batailles et en étant sortis avec leurs perspectives intactes. Quand Selleck a accepté le rôle de Frank Regan dans Blue Bloods en 2010, lançant l'une des plus longues séries télévisées dramatiques, il a incorporé des éléments subtils qui rendaient hommage à la présence à l'écran de Garner, au débit de paroles mesuré,
a la capacité d'attirer l'attention sans élever la voix. Je n'ai jamais dit à personne que je m'inspirais de certains aspects de la personnalité de Jim pour ce rôle, admet Selleck. Mais ceux qui nous connaissaient très bien tous les deux pouvaient aisément le constater. Ce n'était pas de l'imitation, c'était de l'appréciation. Ce que presque personne ne réalisait, c'est qu'à ce stade, leur relation avait évolué au-delà de celle de mentor et protégé. Garner, confronté à des problèmes de santé, dont un AVC en 2008, sollicitait de plus en plus les conseils de Selleck concernant ses décisions de carrière et les affaires de l'industrie. Les conseils étaient devenus mutuels, l'amitié égale. Cette évolution du second acte reflétait ce que les deux hommes comprenaient profondément, que la pertinence durable à Hollywood ne tient pas à la jeunesse ni à une réinvention constante, mais à une authenticité constante que le public reconnaît et en laquelle il a confiance. Jim m'a appris que les acteurs ne perdent pas leur pertinence en vieillissant, dit Selleck. Ils ne perdent leur authenticité qu'à partir du moment où ils essaient d'être ce qu'ils ne sont pas, mais la vérité la plus profonde concernant leur relation était encore largement privée jusqu'à maintenant. Maintenant, si vous vous posez la question, la vérité plus profonde concernant la relation entre Tom Selleck et James Garner, une que Selleck a été réticent à évoquer avant d'atteindre sa 8e décennie, se concentre sur une dette professionnelle qui a transcendé de simples conseils de carrière ou un soutien occasionnel. Cela témoigne d'un modèle de soutien délibéré en coulisses que Garner a offert sans jamais chercher de reconnaissance ni de mérite. Ce que je veux que les gens comprennent à propos de Jim, dit Selleck avec une émotion palpable, c'est qu'il ne m'a pas seulement aidé à traverser des moments difficiles. Il m'a activement créé des opportunités alors qu'il n'avait absolument rien à y gagner. L'ampleur réelle de ce soutien n'est apparue clairement à Selleck que des années après leur collaboration initiale sur The Rockford Files. Grâce à des conversations dans l'industrie et finalement à la confirmation directe de Garner lui-même, Selleck a appris qu'après son passage en tant qu'invité, Garner l'avait personnellement recommandé à de nombreux producteurs et dirigeants de studios. Non pas comme une faveur pour Selleck qu'il connaissait à peine à ce moment-là, mais parce qu'il croyait sincèrement en son potentiel. Plus important, lors du développement de Magnum, PI, les producteurs avaient d'abord un acteur bien différent en tête pour le rôle-titre. C'est Garner qui a suggéré qu'il considère Selleck, une recommandation qui avait un poids considérable, étant donné la stature de Garner dans l'industrie. Il ne m'a jamais dit qu'il avait fait ça, révèle Selleck. Je l'ai découvert des années plus tard par l'un des producteurs. Quand j'ai demandé à Jim à ce sujet, il a juste haussé les épaules et a dit « Tu étais fait pour le rôle ». Ce n'était pas une faveur. Et c'était simplement un excellent choix de distribution. Ce modèle de plaidoyer discret a perduré tout au long de leurs carrières respectives. Quand Selleck a fait face au scepticisme de l'industrie après s'être concentré sur sa famille et avoir été plus sélectif dans ses rôles dans les années 90, Garner évoquait discrètement le nom de Selleck lors de conversations avec les dirigeants de chaîne et les producteurs, le maintenant dans l'esprit des professionnels du secteur sans même que Selleck ne le sache. Ce que je tiens absolument à préciser, c'est que cette vérité concernant Jim ne consiste pas à révéler un quelconque agenda caché ou un sombre secret. Il s'agit de rendre le mérite qui revient à quelqu'un qui ne l'a jamais recherché, qui croyait que faire le bien en privé était plus important que d'en obtenir la reconnaissance publique. Cette philosophie d'intégrité discrète, d'aider les autres sans aucune attente de récompense ou de reconnaissance, est devenue la leçon la plus précieuse que Selleck ait tirée de Garner. Une leçon qui a modelé non seulement ses choix de carrière, mais aussi toute sa manière d'aborder son rôle d'influence à Hollywood. Quant à la vérité sur Jim Garner, déclare Selleck avec conviction, c'est que ses interprétations les plus mémorables ne se sont pas du tout déroulées devant la caméra. Elles se trouvaient dans sa façon de vivre quand personne ne le voyait. Et c'est là que tout a basculé. Derrière les façades publiques connues des deux hommes, des vies privées les ancraient au sein de l'artifice hollywoodien, des bases qui donnaient un sens à leur choix de carrière et à leur amitié indéfectible. Pour James Garner, cette fondation fut son mariage remarquablement stable de 58 ans avec Lois Clark. Dans un milieu où les relations sont souvent éphémères, le dévouement de Garner à sa famille a constitué une constante qui transcendait les incertitudes de sa profession. Malgré sa célébrité, il a maintenu une nette séparation entre sa personne publique et sa vie privée, discutant rarement de sa famille en interview et protégeant leur intimité avec une détermination tranquille. Selleck a observé cet exemple de près et a finalement suivi un chemin similaire après avoir rencontré sa femme, Gilly Mack, en 1987, alors qu'il jouait dans Cats à Londres. Leur mariage, qui en est maintenant à sa 4e décennie, et leur décision d'élever leur fille, Anna, dans un ranch d'avocats en activité, situé dans le comté de Ventura, en Californie, délibérément éloigné de l'influence d'Hollywood, reflètent l'approche de Garner pour se créer un sanctuaire, à l'abri des exigences de l'industrie.
Ce que Jim m'a montré, réfléchit Selleck, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre dans cette bulle. On peut s'en éloigner, une personne normale avec des relations normales, puis ramener cette authenticité dans votre travail. Les deux hommes partageaient une autre caractéristique rarement abordée dans les profils de célébrités, un dévouement au service pratique qui allait au-delà des dons caritatifs ou des apparitions officielles. Garner a servi dans la guerre de Corée. Oui, la guerre, où il a été décoré de 2 Purple Hearts, tandis que Selleck a servi dans la Garde nationale de Californie pendant la période du Vietnam. Cette expérience militaire partagée, bien que de conflits différents, a créé un lien tacite de compréhension sur le devoir et le service qui a influencé leur éthique professionnelle. Leur parcours de foi, bien que personnel, ont également joué des rôles importants dans la formation de leur caractère et de leur choix. Garner a conservé une spiritualité discrète tout au long de sa vie, tandis que Selleck s'est montré plus ouvert quant à sa foi chrétienne ces dernières années, reconnaissant son rôle central dans ses décisions et sa vision du monde. Une chose que nous avions tous deux comprise, dit Selleck, c'est qu'il y a quelque chose d'humble à croire en quelque chose de plus grand que soi. Cela maintient l'ego sous contrôle dans une industrie qui vous répète constamment à quel point vous êtes spécial. Ces ancrages privés, la famille, le service, la foi, ont créé une base qui a permis aux deux hommes d'interagir avec Hollywood selon leurs propres conditions, considérant le succès non comme une fin en soi, mais comme une plateforme pour vivre selon des valeurs plus profondes. Ce que presque personne ne comprenait, c'est que ces valeurs communes ont renforcé leurs liens bien au-delà de leurs similitudes professionnelles ou de leur carrière parallèle. Mais c'est là que ça se complique. Vous vous demandez peut-être pourquoi Tom Selleck a attendu ses 80 ans pour parler si ouvertement de sa relation avec James Garner. La réponse ne tient pas à une réticence à reconnaître l'influence de Garner, mais à la modestie caractéristique de Selleck et à son respect pour la discrétion de Garner. Jim n'a jamais voulu être remercié publiquement, explique Selleck. Il disait toujours « Si tu veux me remercier, fais la même chose pour quelqu'un d'autre sans t'attribuer le mérite. » Maintenant qu'il est parti, je pense qu'il est important que les gens comprennent le genre de personne qu'il était vraiment. Y a-t-il jamais eu de rivalité professionnelle entre eux? Étonnamment, non. Bien qu'ils occupent des créneaux similaires à la télévision, tous deux incarnant des détectives privés aux personnalités distinctes, aucun des deux hommes ne considérait l'autre comme un concurrent. Nous étions suffisamment différents pour ne jamais concourir pour les mêmes rôles, fait remarquer Selleck. De plus, Jim n'a jamais vu les autres acteurs comme des rivaux. Il disait « Il y a toujours assez de travail pour les meilleurs ». Et qu'en est-il de ces moustaches si célèbres qui sont devenues la marque de fabrique des deux hommes? Était-ce un parallélisme intentionnel, une sorte de clin d'œil? Selleck rit à cette question. Pure coïncidence. J'ai laissé pousser la mienne à l'origine pour un rôle au cinéma et les producteurs de Magnum ont insisté pour que je la garde. Jim avait la sienne avant que j'aie la mienne. On a plaisanté sur l'idée de créer un club, mais il n'y a jamais eu l'intention de se ressembler. Ont-ils envisagé de retravailler ensemble après ces premiers épisodes de Rockford? Nous en avons parlé plusieurs fois, révèle Selleck. Quelques projets que nous avons développés n'ont jamais abouti. Au moment où nous étions assez établis pour les concrétiser à nos conditions, la santé de Jim a commencé à décliner. C'est l'un de mes rares regrets professionnels. Que penserait Garner que Selleck raconte ces histoires maintenant? Il me ferait probablement ce regard, celui où il sourit à moitié et secoue la tête, réfléchit Selleck. Puis il dirait quelque chose comme « Tant que les histoires me font passer pour quelqu'un de bien, gamin », mais je pense qu'il comprendrait que certains exemples d'intégrité méritent d'être partagés, surtout en des temps où ils semblent se faire rares. Mais c'est là que ça se complique. Alors que Tom Selleck repense à ses 8 décennies de vie et à plus de 50 ans passés à Hollywood, la perspective acquise au fil du temps n'a fait qu'approfondir son appréciation pour ce que James Garner lui a offert, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi comme modèle pour vivre avec intégrité dans une industrie qui en manque souvent. Quand on est plus jeune dans ce métier, observe Selleck, on pense que le succès, c'est les rôles qu'on décroche ou l'argent qu'on gagne. En vieillissant, on réalise que c'est vraiment de pouvoir se regarder dans le miroir et de respecter la personne qu'on y voit. Jim l'a compris dès le début. Cette perspective durement acquise a permis à Selleck de concilier les contradictions apparentes de ses choix de carrière, refusant des opportunités de blockbuster pour honorer ses engagements, s'éloignant d'Hollywood au sommet de sa gloire pour élever sa fille, retournant à la télévision quand le cinéma lui tendait les bras. Ce qui aurait pu sembler des erreurs de carrière pour des observateurs extérieurs étaient, en fait, des choix délibérés dictés par des valeurs qui transcendaient l'ambition conventionnelle.
Dans les mains burinées que nous avons entrevues au commencement de notre récit, ces mains qui ont porté des armes à l'écran durant des décennies, mais qui, en réalité, ont plus souvent été occupées par le labeur concret d'entretenir les avocatiers de son ranch, nous discernons l'incarnation même de la philosophie de Selleck. Un travail qui a du sens, des engagements respectés, une existence fondée sur la substance plutôt. La dernière fois que j'ai vu Jim avant qu'il ne nous quitte, raconte Selleck, la voix un instant tremblante. Il était en santé déclinante, mais restait entièrement lui-même. Il m'a regardé et m'a dit « On s'en est bien tiré, n'est-ce pas, gamin ?» Juste ça, et il avait raison. Pas parce que nous sommes devenus célèbres, beaucoup de gens y sont parvenus, mais parce que nous avons réussi à le faire sans nous perdre en chemin. C'est peut-être la vérité ultime que Tom Selleck veut partager sur James Garner. Non pas qu'il était parfait ou sans défaut, mais qu'il a offert une feuille de route pour naviguer la célébrité sans en être corrompu. Une façon de réussir à ses propres conditions. Une démonstration que l'intégrité et la longévité à Hollywood ne sont pas mutuellement exclusives. En ce sens, chaque rôle que Selleck a joué depuis ses débuts sur le plateau de Rockford Files, chaque choix qu'il a fait concernant les projets à prendre et sa conduite, a été, dans une certaine mesure, un hommage à l'homme qui lui a montré le chemin. Ce que presque personne ne réalisait, c'est que le véritable héritage entre ces deux hommes n'était pas seulement une influence artistique. C'était la transmission d'un flambeau d'intégrité que Selleck porte désormais. Par une fraîche matinée d'automne à Ojai, en Californie, Tom Selleck parcourt les rangées d'avocatiers de son ranch. Un rituel quotidien qui l'ancre dans quelque chose de plus permanent que l'attention éphémère d'Hollywood. À 80 ans, il se déplace plus délibérément qu'à l'époque de Magnum, mais avec la même démarche résolue qui a marqué sa présence à l'écran pendant un demi-siècle. « Je pense à Jim presque tous les jours, dit-il, marquant une pause pour examiner une grappe de fruits en train de mûrir. Non pas d'une manière triste, mais avec une profonde gratitude. Dever, semen enchino, juice. Nous sommes forgés par ceux qui croient en nous avant que nous ne croyions pleinement en nous-mêmes. Le Hollywood que les deux hommes ont parcouru a radicalement changé depuis leur première rencontre en 1975. Nouvelle plateforme, nouvelle star, nouvelle définition du succès. Pourtant, l'exemple qu'ils ont donné d'un professionnalisme sans aucune prétention, d'une célébrité sans jamais renoncer à leur identité, demeure plus pertinent que jamais dans une industrie qui recherche toujours des modèles de célébrité durables et viables. Le plus bel hommage peut-être à la relation qu'ils entretenaient est la manière dont Selleck guide aujourd'hui les jeunes acteurs sur le plateau de Blue Blood, leur offrant le même type de conseils, à la fois constant et discret, que Garner lui avait autrefois prodigué. Le flambeau se transmet, non par de grands gestes ou des déclarations publiques, mais plutôt par des conversations discrètes en coulisses, par des exemples donnés sans fanfare, et par des opportunités créées sans aucune attente de reconnaissance. Au final, la vérité sur Tom Selleck et James Garner ne se trouve pas dans les anecdotes d'Hollywood ou les jalons de carrière, mais dans une simple reconnaissance que dans une industrie bâtie sur l'illusion, ces deux hommes se sont consacrés à quelque chose de réel, un engagement envers la substance plutôt que l'image, à la valeur durable plutôt qu'à l'avantage temporaire. Et peut-être que c'est l'acte le plus révolutionnaire possible à Hollywood, de toujours se souvenir que le travail compte, mais la façon dont on fait le travail compte davantage.